En 1453, la chute de Constantinople sonne. En effet, l'Empire byzantin s'effondre contre l'Empire ottoman, poussant la majorité des Grecs à s'évader dans l'ouest afin d'échapper aux persécutions ottomanes. Avec eux, ils emmènent des manuscrits et des ouvrages de leurs ancêtres de l'Antiquité, et ils sont alors transportés en Europe de l'Ouest, notamment en Italie. Bonjour à tous, c'est Overstory, et aujourd'hui nous allons parler du chapitre numéro 4 d'Histoire en seconde, la Renaissance, humanisme et réforme religieuse. Je vais alors parler en premier donc du nouveau regard sur la religion, ensuite de l'humanisme et enfin du changement artistique. Bon visionnage à vous. Le XIVe siècle est marqué par des crises, pandémies, guerres de 100 ans, etc. Ceci va renforcer l'inquiétude religieuse, et par conséquent une forme plus individuelle de la religion prend le dessus, et le rapport entre l'homme et Dieu est alors valorisé. Ainsi, les dons faits à l'Église catholique se multiplient. Cela ne convient pas à une partie des catholiques, qui veulent un retour au christianisme originel, et qui sont contre le fait de payer pour pardonner leurs péchés. Des humanistes comme Érasme veulent plus d'honnêteté. Ils réclament l'accès à la Bible dans une langue courante, un culte simplifié et une lecture individuelle des textes sacrés. Ces hommes ne cherchent pas la rupture avec l'Église catholique, mais ils cherchent seulement à l'améliorer, mais ces idées ne touchent qu'une seule partie de la population. En 1517, Martin Luther, un moine allemand, s'élève contre le système des indulgences promises par le pape à tous les croyants qui donnent de l'argent à l'Église catholique. Il écrit alors 95 thèses contre ces systèmes qui ne lui plaisent pas. Et Luther défend donc l'idée d'une religion individuelle et écrit le premier programme de la réforme à l'origine du protestantisme. Le protestantisme met alors en évidence un nouveau schisme. Alors schisme, ça veut dire division, si vous ne le savez pas, dans la religion chrétienne. On peut alors constater que le christianisme est partagé entre catholiques, protestants et orthodoxes. Ainsi, les protestants sont donc des chrétiens qui refusent l'autorité du pape et la hiérarchie de l'Église. Ils estiment que tout chrétien doit étudier les textes sacrés individuellement et que seule la foi en Dieu et dans le Christ peut sauver les croyants et non les œuvres, c'est-à-dire les dons au monastère par exemple. La réforme de Luther est reprise par Calvin, ou Calvin comme vous le prononcez, en 1533, et ce dernier développe un protestantisme plus radical et exige un mode de vie plus rigoureux. C'est lui qui rajoute aux idées de Luther l'idée de prédestination. Cette idée signifie que Dieu sait si un homme est destiné au salut ou à la damnation. Calvin souhaite que tous les croyants puissent se faire leur propre idée de la question religieuse. On parle finalement de calvinisme qui se développe aussi en France. Dans le royaume d'Angleterre, Henri VIII s'oppose ainsi au pape qui lui refuse le divorce avec sa première femme. Il affirme son pouvoir royal et fonde l'église d'Angleterre. C'est l'anglicanisme dont Henri VIII est le chef. Cette nouvelle église s'inspire à la fois du calvinisme et de l'église catholique classique. Face à la montée du protestantisme, l'église catholique fait sa propre réforme en s'inspirant des idées humanistes. Le Concile de Trente, donc de 1545 jusqu'en 1563, en fixe les principes, mais arrive trop tard pour éviter le schisme. Après les réformes, l'église catholique condamne le protestantisme et il réalise de nombreuses œuvres d'art pour contrer la montée du protestantisme. Les religions cohabitent mais les tensions montent et à la fin du XVIe siècle, les guerres de religion éclatent sous plusieurs formes. Tout d'abord avec l'intolérance religieuse, donc les condamnations à mort et les discriminations, l'iconoclasme, ce qui veut dire destruction des œuvres d'art religieuses par les protestants s'opposant au culte des images de l'église catholique, car les protestants refusent l'illustration de Dieu si vous le savez pas, et enfin des conflits armés et des massacres comme la nuit de Saint-Barthélemy en 1572, qui est un véritable carnage entre protestants et catholiques. Comme expliqué dans l'introduction, après la chute de Constantinople en 1453, les Grecs réfugient en Italie leurs manuscrits antiques. En 1450, Gutenberg crée l'imprimerie, une véritable révolution permettant de diffuser les idées de chacun, notamment les humanistes. Cette imprimerie change radicalement les choses. Un livre peut être publié à plusieurs millions d'exemplaires. À partir du XVe siècle, les bibliothèques privées se multiplient, en particulier dans la bourgeoisie sensible aux idées humanistes. Les livres sont organisés en chapitres, en paragraphes et avec une table des matières. Les humanistes qui inspirent les réformateurs ne sont pas des révolutionnaires, car en réalité, dans leur volonté, ils veulent un retour à l'âge d'or, d'après eux, l'Antiquité. Ils mettent alors au point de nouveaux outils de lecture de textes anciens. On parle de la philologie, étude critique des textes. Ils publient des traductions, ils étudient à la fois la Bible et les penseurs de l'Antiquité, comme Platon, Hérodote, Ptolémée, Thucydide et encore bien d'autres. Ils ont aussi une vision optimiste sur l'homme, qui pour eux est au cœur de la création. Ils défendent une éducation poussée avec l'exercice de l'esprit critique, le respect de la conscience, une tolérance envers les autres et l'épanouissement de chaque individu. L'humaniste apprend même quelques langues antiques comme le grec et l'hébreu également. Ils forment un véritable réseau intellectuel qui échange leurs idées dans des lettres, des livres
ou en voyageant en Europe, que l'on nomme la République des lettres. On peut ainsi citer Érasme qui s'oppose à Luther en défendant le libre arbitre de l'homme, qui s'intéresse à l'éducation et publie des essais comme l'éloge de la folie. L'humanisme est au cœur des mœurs, ça veut dire aux pensées de la société, de l'époque. Et cela va même jusqu'à créer un genre littéraire à son nom qui sera majeur à cette époque, donc au XVIe siècle. Ce mouvement vise à redécouvrir les textes de l'Antiquité et à promouvoir la tolérance, la liberté, l'amour et l'humanité. On peut citer André Bézal, Léonard de Vinci ou encore Nicolas Copernic, qui est le premier homme à placer le soleil au centre de l'univers. Ce courant de pensée est marqué par 3 principes. 1. Vertu, se tirer vers le bien. 2. Amitié, un lien affectueux et de respect. Et franchise, l'honnêteté. En conclusion, l'humanisme est une véritable révolution pour l'époque, et l'idée générale de ce mouvement se propage et transforme la population. Après avoir parlé de religion un petit peu plus tôt, vous vous rendez sûrement compte que celle-ci prend une place bien moindre avec l'arrivée de l'humanisme, car l'homme doit se concentrer sur lui-même et moins sur Dieu, comme durant tout le Moyen-Âge. On va alors voir que cette forme de pensée s'applique également à un autre milieu, le milieu artistique. Le nouvel idéal de l'homme, que l'on retrouve à la fois dans les idées des humanistes et dans la réforme religieuse, est aussi représenté dans les œuvres d'art de la Renaissance. La Renaissance, pour rappel, est une période qui s'étend du XVe au XVIe siècle. Cette période est marquée par des œuvres de personnalités majeures comme Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, etc. Ce mouvement se propage en Italie, en Hollande, en France et globalement partout dans l'Europe de l'Ouest. Ce sont de grands artistes italiens qui sont à l'origine de ce mouvement artistique. On peut citer Donatello, Brunelleschi, Masaccio et encore bien d'autres qui sont en rupture avec le Moyen-Âge. Ils utilisent la perspective géométrique, peignent des paysages et se basent sur des études anatomiques pour mieux représenter le corps humain dans leurs œuvres, le plus connu étant André Bézal qui développe un style réaliste, plus proche de la statuaire de l'Antiquité. Comparons un tableau du Moyen-Âge et un tableau de la Renaissance. On remarque que sur celui du Moyen-Âge, il se concentre bien plus au premier plan sur les personnages et les signes religieux dominants de cette époque. Alors que sur celui de la Renaissance, on y retrouve une perspective démontrant le progrès mathématique, de nombreux détails comme les ombres, l'arrière-plan, la peinture à l'huile, la proportion, les personnages, etc. Mais évidemment, pour comprendre au maximum cette partie, il faut que vous connaissiez les œuvres majeures de cette époque. En premier lieu, le plafond de la chapelle Sixtine au musée Vatican, qui est un musée de 11 km. Cela a été réalisé par Michel-Ange entre 1508 et 1512. En second lieu, Raphaël réalise l'école d'Athènes, au Vatican aussi entre 1508 et 1512. Ensuite, la naissance de Vénus, créée par Botticelli entre 1484 et 1485 à la Galerie des Offices à Florence en Italie. Et enfin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, réalisé vers 1492 et se trouvant à Milan dans le musée des sciences et des techniques. Ce dernier est vu comme l'homme universel de la Renaissance. Léonard de Vinci est né en 1452 et est mort en 1519. Il incarne parfaitement la recherche intellectuelle et artistique de ses penseurs et artistes. Il est peintre, perfectionniste, inventeur visionnaire, anatomiste, sculpteur et même cartographe, et même encore bien d'autres passions. Il s'intéresse à tout et il écrit sur tous les sujets. Il met au point des quantités de machines et représente, comme je l'ai dit précédemment, l'idéal de la Renaissance. On va alors terminer avec les dates clés de ce chapitre. Tout d'abord en 1450, création de l'imprimerie par Gutenberg. Ensuite en 1453, chute de Constantinople et de l'Empire byzantin. En 1485, Botticelli peint la naissance de Vénus. De 1501 à 1504, c'est David de Michel-Ange qui est créé. En 1508, la chapelle Sixtine est peinte par Michel-Ange. En 1511, la publication de l'éloge de la folie par Érasme. En 1517, Luther publie ses 95 thèses. En 1533, la réforme de Luther est reprise par Calvin. En 1534, Henri VIII devient le chef de l'église anglicane. De 1545 à 1563, c'est le concile de Trente. Voilà, je vous laisse prendre une photo. De 1562 à 1598, les guerres de religion ont lieu dans le royaume de France. En 1572, c'est la Saint-Barthélemy, conflit entre protestants et catholiques. Et enfin en 1598, l'édit de Nantes, fin des guerres de religion, par Henri IV. On en conclut que le XVe et le XVIe siècle étaient donc autant des siècles meurtriers avec les oppositions religieuses que des périodes de progrès humain et scientifique qui changeront le monde à jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner des idées en commentaire. Alors là, on en est à un stade où il ne manque plus qu'un seul chapitre d'histoire de seconde à traiter, car oui, le chapitre sur Royaume de France et Royaume d'Angleterre, je l'ai regroupé en une vidéo, si vous ne le saviez pas, c'était ma deuxième vidéo. Mais alors, le seul chapitre que j'ai pas abordé, c'était le numéro 2, donc portant sur la Méditerranée médiévale, et ça tombe bien car ce sera le prochain chapitre qui sortira sur cette chaîne.
Ensuite, je m'attaquerai sûrement au programme de première, déjà dans le tronc commun, et peut-être au sujet de la GGSP, qui est une matière essentielle avec l'histoire-géographie. Enfin voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, et sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Overstory, et à bientôt pour de nouvelles histoires.